alternatives, elles existent. Bienvenue dans cette première émission, le Face à Face. C'est l'occasion aujourd'hui donc pour nous de lancer ce nouveau concept avec une invitée de prestige qui va arriver d'ici quelques minutes, qui n'est autre que Manon Aubry, députée européenne La France Insoumise. Nous, on ne dit pas qu'il ne faut pas aider les entreprises, bien au contraire. Par contre, on leur signe pas un chèque en blanc. On leur dit pas, allez-y, on vous donne de l'argent, mais derrière, vous pouvez licencier massivement, vous pouvez continuer à détruire la planète. Le fait que des aides d'État, c'est-à-dire notre argent à nous, quand vous allez faire vos courses au supermarché, regardez à la fin de votre ticket de caisse, il y a marqué la TVA. Ça, c'est de l'argent que vous donnez à l'État. Et cet argent-là, il va contribuer à financer des projets sales pour la planète. Et ça, à aucun moment, le gouvernement comme l'Union européenne n'ont accepté de mettre des contraintes. Allez-y les gars, continuez à détruire la planète. Ce qui compte, c'est de vous sauver. Franchement, c'était une occasion unique que les entreprises s'engagent dans une trajectoire qui soit compatible avec les accords de Paris et qui réduise à l'échelle de l'entreprise. Chaque entreprise contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et le gouvernement comme l'Union européenne ont refusé tout ça. Ce plan de relance est bienvenu, mais il pose de nombreuses questions. La première, c'est son volume financier. Ça représente plus ou moins 1% du PIB, alors qu'on estime que la perte économique liée à la crise sera de 10%. Et ensuite, il pose un véritable problème de contrôle et de gouvernance. Pour toucher ces sommes, les États devront respecter ce qu'on appelle le semestre européen. C'est un mécanisme de contrôle budgétaire qui permet à la Commission européenne de faire des recommandations aux différents États. Donc, dans les recommandations faites par la Commission à la France, il y avait la réforme des retraites. Il y avait aussi la baisse de l'impôt pour les plus riches, la baisse de l'impôt sur les sociétés. Voilà les recommandations dont on parlait. Et pour toucher cet argent européen, les États devront respecter ce type de recommandations. Et évidemment, c'est extrêmement problématique. Ça veut dire que les États n'auront pas la capacité de décider de manière souveraine ce qu'ils veulent faire et peuvent faire de cet argent. Ils auraient pu dire, OK, on vous file de l'argent, mais cet argent, il va pas détruire la planète. Et en réalité, ce qui s'est passé, ils se sont dit, OK, aucune condition écologique. Par contre, on garde ces conditions austéritaires. Donc, ce plan de relance, dans sa mise en œuvre, il pose des questions, il est problématique. Et ce qui s'est passé, vu que l'histoire n'est pas terminée, c'est ce que vous mentionnez, la Pologne et la Hongrie ont décidé de mettre un veto à la mise en œuvre de ce plan de relance, parce que dans ce plan de relance, il y a un dernier mécanisme qui est le mécanisme sur l'état de droit. Si les États violent l'état de droit, type ce qui se passe en Pologne et en Hongrie, ils se sont dit, en fait non, on ne veut pas se voir imposer ces conditions, et donc ils ont menacé d'utiliser leur droit de veto. Moi, je pense que tout ça est une espèce de mise en scène, et au final, ils vont obtenir une espèce d'amoindrissement des conditions sur l'état de droit, et tout le monde va respecter en revanche très sagement les conditions d'austérité budgétaire. Oui, elle a été mauvaise. Il y a eu clairement un manque d'anticipation, une gestion calamiteuse qui fait que derrière, on a des conséquences sanitaires dramatiques d'une part et des conséquences économiques et sociales qu'on va payer probablement pour un très long moment. En particulier, d'un point de vue social, on atteint le seuil de 10 millions de pauvres. C'est du jamais vu dans notre pays. La moitié des personnes qui se présentent au secours populaire, notamment pour juste avoir un peu à manger, c'est des personnes pour qui c'est la première fois qu'ils viennent toquer et qui sombrent dans la pauvreté. Une des revendications principales qu'on porte en France, nous, pour les jeunes, c'est d'ouvrir le RSA aux plus jeunes. Aujourd'hui, vous avez moins de 25 ans, vous le savez, vous n'avez pas le droit de toucher le RSA, qui est un peu plus de 500 € par mois, ce qui fait qu'on a près de la moitié des étudiants en France qui travaillent pour financer leurs études. On a encore plus de jeunes qui sont en très, très, très grande précarité en ce moment. Mais il y a des États dans l'Union européenne qui versent des allocations d'autonomie, qui vous payent pour étudier. Parce qu'on considère que l'argent qui est investi en vous, en tant que jeune, il y aura un retour sur investissement. Si on donne aux étudiants de meilleures conditions d'études, en fait, ce sont des étudiants qui, derrière, vont pas redoubler. Ça coûte moins cher parce qu'on a des gens qui sont mieux formés, qui s'installeront plus facilement sur le marché du travail. Bref, tout le monde est gagnant. Les gouvernements, les uns après les autres, ont toujours renoncé et ont toujours abandonné, en fait, quelque part, la jeunesse, alors que on compte une augmentation grandissante, à la fois de jeunes dans le nombre de personnes en dessous du seuil de pauvreté, et à la fois de jeunes en galère sur le marché du travail. Le chômage a
augmenté sans surprise au dernier trimestre. Et là où il a le plus augmenté, c'est chez les jeunes. Un jeune qui vient de finir ses études, là, qui a pas beaucoup d'expérience, mais comment il est employé sur le marché du travail quand on a plein de gens qui cherchent du travail en même temps? L'État doit jouer un rôle pour accompagner, y compris inciter les entreprises à employer des jeunes. Et donc, il y a besoin de tout un tas de mécanismes pour accompagner. Ça se fait pas tout seul. C'est pas vrai que ça se fait tout seul. Moi, je suis très attachée à une collaboration entre les peuples. Je pense pas qu'on va régler la question du changement climatique, la question de l'évasion fiscale tout seul dans notre coin. Mais la question, c'est comment et avec quel objectif? Je pense que l'erreur qui a été faite, c'est d'étendre l'Union européenne. En s'étendant, on a juste étendu le cadre de concurrence. Quand on a des écarts de salaire qui vont de 1 à 10 sur le salaire minimum entre certains des États d'Europe de l'Est et la France, en fait, c'est juste de la concurrence déloyale. Alors que l'Union européenne, elle devrait servir à monter tout le monde vers le haut et dire maintenant, il y a un salaire minimum dans chaque État de l'Union européenne qui respecte, par exemple, 75% du salaire médian, qui fait que on va pas inciter les entreprises, par exemple en France, à délocaliser au sein même de l'Union européenne et à bénéficier des échanges économiques au sein de l'Union européenne, mais en exploitant les travailleurs. Cette loi, elle est extrêmement problématique. Je la vois comme un symptôme d'une énième dérive autoritaire. Parce que tout ça intervient quand même dans un contexte où, en 5 ans, je le disais tout à l'heure, on a vécu 3 ans sous état d'urgence, où en une dizaine d'années, on a eu au moins chaque année une loi sécuritaire. L'objectif de cette loi est de restreindre davantage encore nos libertés fondamentales. L'une des dispositions qui fait le plus débat, c'est l'article 24, qui dispose notamment de l'interdiction de filmer ou de diffuser des images de policiers. En interdisant ça, ça veut dire qu'ils veulent masquer, ils veulent cacher les violences policières. Mais sans images, on n'aurait jamais eu d'affaire Benalla, on n'aurait jamais eu d'affaire Cédric Chouviat, on n'aurait jamais eu d'affaire aux États-Unis George Floyd. Et aujourd'hui, dans le contexte de dérive autoritaire dans lequel on est à l'heure actuelle, notre seul outil de protection, c'est en réalité notre téléphone. Et en fait, cette loi, elle va être utilisée par les policiers, y compris pour menacer, pour dissuader. C'est ça l'objectif derrière, qui a été dénoncé par la Défenseure des droits en France, par toutes les ONG de défense des droits de l'homme, la LDH, Amnesty International, par le Conseil de l'ONU sur les droits de l'homme. Tous dénoncent et pointent la France du doigt sur cette forte dérive autoritaire qui est en train de se passer. Le Green New Deal, c'est une proposition qui, à l'origine, est issue de la mouvance d'Alexandria Ocasio-Cortez et d'une partie des démocrates avec Bernie Sanders aux États-Unis. Le principe est simple, c'est de créer un grand plan d'investissement écologique avec un double objectif, je dirais, à la fois d'opérer la bifurcation écologique en investissant massivement dans les énergies renouvelables, en changeant nos modèles de production et de consommation, mais d'autre part en repensant notre relation au travail, en créant des millions d'emplois. Si demain on voulait faire par exemple 100% d'énergie renouvelable, ce serait énormément générateur d'emplois. L'Union européenne s'en est emparée, elle a appelé ça le Green Deal. La nuance est importante. L'Union européenne, elle parle de Green Deal, mais derrière, elle maintient les mêmes politiques d'austérité qui empêchent d'investir dans la transition écologique. Maintient aussi les mêmes accords de libre-échange qui sont climaticides que l'Union européenne maintient la même logique agricole très productiviste qui crée moins d'emplois et qui est extrêmement nocif pour la planète. Et donc, l'Union européenne a fait ça le Green Deal. C'est pour ça que nous, on se distingue de ce que porte l'Union européenne en disant, mais nous, en fait, notre vision du Green New Deal est une transformation profonde de notre économie en repensant notre production et notre consommation, en insérant des objectifs de réduction de gaz à effet de serre à l'échelle de chaque entreprise, en planifiant la transition écologique, en investissant massivement dans les énergies renouvelables, en nationalisant les entreprises qui ont besoin de l'être pour opérer cette transition. Nous, notre vision du Green New Deal est assez éloignée de la vision de la Commission européenne. Oui, je me sens utile parce que, à double titre, d'abord, je pense parce qu'on est des lanceurs d'alerte. Ce qui se passe au niveau européen, très souvent, est peu connu, alors que quasiment la moitié de nos lois françaises sont issues de décisions européennes. C'est comme s'il y avait des immenses murs entre le Parlement européen et la vraie vie. Moi, mon rôle, c'est de défoncer ces immenses murs pour aller faire sortir les décisions du Parlement européen vers la vraie vie, et la vraie vie, les mouvements citoyens, etc., venir au Parlement européen.